Bonjour à tous. Donc oui, je viens de l'adresse, qui est la direction de la statistique des ministères sociaux, enfin du ministère de la Santé. Donc on fait beaucoup de statistiques. Mais je vous parle aussi au nom de l'Observatoire national du suicide, qui est coordonné par l'adresse et par un petit bout de l'adresse, qui est la mission recherche, qui préexistait d'ailleurs à l'adresse et qui fait aussi beaucoup de recherche, notamment de soutien à la recherche, mais notamment de recherche qualitative. Donc on fait aussi on fait pas que de la statistique et du quantitatif. À l'adresse, il y a un petit bout, et c'est ce petit bout-là qui fait l'ONS, qui coordonne l'ONS, qui fait aussi un peu de recherche qualitative. Bon, mais je reste Jean-Baptiste Azot, responsable de la santé mentale à l'adresse, et donc je vais vous parler beaucoup de statistiques et de l'actualité statistique sur la suicidologie. Je vais quand même rapidement rappeler qu'est-ce que l'ONS et son actualité. Ses missions principales, c'est améliorer la fiabilité des données médico-administratives et d'enquête, donc des données quantitatives, et les rendre disponibles et visibles, les communiquer. Lancer et aider des chercheurs et des études pour mieux identifier le phénomène du suicide et participer à la réflexion autour des mécanismes de prévention. En pratique, c'est une instance qui rassemble des académiques, des scientifiques, des institutions concernées par la problématique. On a deux grands supports de diffusion, les rapports qui sortent tous les 2 ans. Donc là, on est entre le 5e et le 6e. Donc je vais plutôt parler de ce qu'on a dit dans le 5e, même si ça avait été présenté l'année dernière. Donc je vais essayer d'éviter les redites. Et on a également une veille stratégique de l'actualité documentaire. C'est une sorte de revue de la littérature, de tout ce qui a été publié dans le mois passé en lien avec la thématique suicidaire, que ce soit dans la littérature scientifique comme dans la presse. Vous pouvez vous y abonner si vous voulez. Une grosse actualité pour nous, ça a été le renouvellement de l'ONS, parce que c'est une instance qui est renouvelée tous les 4 ou 5 ans. Et donc ça tombait en 2023, et donc on a été renouvelé. Le ministre de l'époque a bien voulu renouveler notre observatoire. Ça a été l'occasion de faire quelques changements. La délégation ministérielle à la santé mentale et à la psychiatrie, qui est une délégation qui essaye d'harmoniser la politique des ministères sociaux en termes de santé mentale et de psychiatrie, a intégré l'ONS. De même qu'Olivier Damazin, le coordinateur national interministériel du plan de prévention du mal-être en agriculture. L'OFDT également, qui s'occupe des drogues et des tendances addictives. Le groupement d'intérêt public Psycom, qui fait de la prévention et de l'information en santé mentale. La Fondation fondamentale également a rejoint l'ONS. Plusieurs personnalités qualifiées que vous pouvez regarder sur le site de l'ONS pour voir la liste, mais on a rajouté des psychologues, des infirmiers et des épidémiologistes, ça manquait un petit peu avant. Et de nouvelles associations aussi nous ont rejoints, Suicide Écoute, SOS Suicide Phoenix, Aptitude et last but not least, 2 associations de patients, parce que pendant 10 ans, on fonctionnait sans représentation de patients, donc Argos 2001, qui est une association de patients bipolaires, et Advocacy, qui est une association de patients qui fait de l'advocacy pour les personnes porteurs de troubles psy. Des actualités moins joyeuses, la chef de l'AMIR, Valérie Ulrich, a quitté l'adresse pour rejoindre l'OFDT. Donc on est un peu en remaniement, et on a accueilli en notre sein 3 nouveaux membres au sein de l'adresse, 3 nouveaux membres, Clémentine Deschamps, Khadija Jabri, Elisa Troy, ont rejoint l'équipe. Alors, l'estimation de la mortalité par suicide. Une des actualités aussi de l'ONS, c'est que je peux vous donner les chiffres de 2022. Donc en 2023, on avait les chiffres je peux vous donner les chiffres de 2021, excusez-moi. En 2023, on avait les chiffres de la mortalité par suicide de 2021. Avant, on était plutôt à 3 à 4 années de décalage entre la publication des chiffres du suicide et l'année de référence. Donc là, on est plutôt à +2. C'est grâce à une mission qui a été portée par François Clanchet, qui aujourd'hui est directeur de l'INED, mais qui a amélioré la collecte avec le CEPIDC. Ils ont fait un gros travail d'amélioration de la collecte et de l'analyse des certificats de décès qui sont remplis pour chaque décès qui a lieu sur le territoire national par les médecins certificateurs. Et ils ont amélioré cette collecte, la remontée et le traitement de ces données, parce que entre la gribouille du médecin sur un certificat de décès et le code statistique suicide qui va être associé au décès, il y a finalement tout un traitement de données assez long et fastidieux. Et ils ont accéléré ce processus.
Et on vise, peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans, on pourra vous donner les chiffres de l'année N-1. Les tendances, vous les avez devant vous, donc en jaune, les deux sexes, les hommes toujours très au-dessus des femmes en termes de mortalité par suicide. Donc là, on parle d'effectifs et on voit, est-ce que je vais réussir à pointer on voit qu'entre 2017 et 2018, il y a une rupture avec un regain du nombre d'effectifs morts par suicide. Alors, il s'agirait, je reviendrai dans la suite de la présentation, non pas d'une amélioration. Il s'agirait d'une amélioration du thermomètre, de la statistique, et de la remontée statistique des décès par suicide, et non pas d'une reprise, d'une tendance à la hausse du suicide, qui viendrait casser une tendance plutôt baissière depuis 1979. Alors le suicide, sa mortalité et même plus généralement la geste suicidaire varie énormément en fonction de l'âge et le sexe. Je pense que je vous apprends rien. Et il faut toujours présenter les chiffres du suicide, il faut toujours présenter les taux, les effectifs et la part du suicide dans la mortalité selon les âges et les sexes. On voit quand même des phénomènes très différents. En termes d'effectifs, on voit que les jeunes sont plutôt vers le bas et plus on monte, plus on a les âges, je dirais, mûrs, d'âge moyen, et un peu plus élevé représente plus d'effectifs, mais il faut rapporter ça bien sûr à la pyramide des âges. Donc ça c'est le taux pour 100 000 habitants de la classe d'âge. On voit que là on a une vraie progression en taux pour 100 000 habitants de la mortalité par suicide à mesure que l'âge avance. Donc proportionnellement à la population des 85 ans et plus, les personnes de 85 ans et plus ont plus tendance à se suicider que ceux de moins de 25 ans. Une autre statistique importante, c'est quelle est la part de la mortalité d'une classe d'âge attribuable au suicide. Et là, on voit un phénomène complètement inversé, c'est-à-dire que plus les gens sont jeunes, moins ils meurent tout court, et donc plus la part des gens qui meurent par suicide est importante dans la classe d'âge. Donc là, c'est ce que montre ce graphique. Les chiffres du haut concernent, la barre jaune concerne les 25-34 ans, à gauche chez les hommes et à droite chez les femmes. Donc ça, c'est la part de la mortalité de cette classe d'âge qui est attribuable au suicide et qui est donc très importante. C'est pour ça qu'on dit souvent que le suicide est une des premières ou deuxièmes causes de mortalité chez les jeunes. Et on le voit là, c'est effectivement des chiffres très importants à comparer aux chiffres des personnes plus âgées qui sont proches de zéro. Enfin, du taux qui est plus proche de zéro. Et on voit d'ailleurs, j'attire votre attention sur la barre bleue qui concerne les moins de 25 ans. Alors effectivement, il y a une amélioration de la remontée statistique et les effectifs dans cette classe d'âge sont vraiment très faibles. Mais quand même, on voit dans les deux sexes un phénomène qui pourrait être inquiétant. Il va falloir un peu de recul pour le voir, encore 2-3 années peut-être. Mais cette remontée de la part de la mortalité attribuable au suicide chez les moins de 25 ans n'est pas de bon aloi et vient corroborer d'autres chiffres que je vais vous montrer dans cette classe d'âge. Alors bien sûr, il faut tenir compte des dynamiques territoriales. Donc là, c'est pour les chiffres 2021, la carte départementale des taux de décès par suicide pour 100 000 habitants, avec, je pense que vous connaissez ce gradient un peu territorial entre la Bretagne, le Nord, et puis aussi un peu la diagonale du vide quand même, qui est assez marquée, et puis Paris, les DOM et le Sud avec des chiffres un peu plus bas. Et un hiatus en Corse, que je ne comprends pas, entre Corse du Nord et Corse du Sud. Si quelqu'un a une explication, je suis preneur. Ça peut être aussi un artefact statistique. Mais, si quelqu'un a une explication, qu'il me la donne. Oui, pour revenir sur cette rupture de série, donc vraiment quand on parle de mortalité par suicide sur ces dernières années, il faut vraiment parler d'une rupture de série entre 2017 et 2018. Donc rapidement, je crois qu'on vous en avait parlé l'année dernière, mais il faut quand même bien le rappeler et le marteler, parce que si dans les médias, vous voyez passer des choses qui disent que le suicide réaugmente depuis 2018 ou depuis la crise, non, a priori non. Les taux quand même, les taux globaux et les effectifs globaux de décès par suicide auraient plutôt tendance à continuer à baisser. Donc pour rappel, en 2018, on change de certificat de décès et on rajoute une case vraiment dédiée aux causes apparentes de décès, donc, et notamment le suicide. Donc effectivement, rajouter une case suicide sur un certificat de décès
que remplit un médecin, ça augmente les probabilités que le médecin coche suicide. Bon, voilà, je pense que vous avez compris. Et effectivement, il y a une rupture de série à cause de ça. Il y a même eu un travail de thèse de médecine conduit par Olivier Pierre qui évalue vraiment l'effet du nouveau certificat sur la mortalité par suicide. Donc ils ont comparé le nombre de suicides renseignés par un médecin certificateur avec la case suicide ou non. Avec un peu d'intelligence artificielle, je fais vite sur la méthodologie, c'est publié, vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Mais en fait, ils estiment que... alors avant, depuis 2009, voire 2006, on disait toujours on sous-estime la mortalité par suicide en France de 10%. Et d'ailleurs, on la sous-estime plus chez les personnes âgées que chez les personnes plus jeunes. Là, il a estimé, ce jeune médecin a estimé qu'on avait diminué la sous-estimation de 6 à 12% entre 2017 et 2020. Et dans le même temps, on voit que le taux standardisé de suicide, lui, augmente de 6%. Donc en fait, la diminution de la sous-estimation vient complètement avaler cette augmentation, cette espèce de petit rebond que je vous ai montré sur les effectifs de suicide. C'est vraiment lié à l'amélioration de notre thermomètre. Très probablement, je ne peux pas en être sûr aujourd'hui, mais très probablement, les taux de suicide se sont certainement maintenus à ceux qu'ils étaient antérieurement, voire ont continué à baisser. Il va nous falloir, là aussi, un recul de 4 ou 5 ans pour être vraiment sûr de ça. Voilà. Autre élément de la réforme du certificat de décès de 2006, on ajoute un volet médical complémentaire qui va venir être rempli par les médecins légistes quand il y a un obstacle médico-légal, ce qui est souvent le cas dans les suicides. Donc c'est un volet presque identique à celui que je vous ai montré tout à l'heure. Donc c'est une feuille qui vient se coller derrière et elle va venir confirmer, compléter ou se substituer à celle du premier certificat médical. Donc ça a aussi un peu amélioré les choses, notamment les remontées des suicides, des certificats de décès des instituts médicaux légaux. Et notamment celui de Paris, qui n'est pas rien, puisque en 2017, Paris ne nous remontait rien au CPDC, et puis à partir de 2018, c'est 300 décès par suicide de plus qui remontent. Voilà, et on voit que les suicides en Île-de-France, du coup, progressent de 300, ça correspond bien aux 300 qui n'étaient pas remontés avant. Donc ça aussi, ça contribue à l'amélioration de notre thermomètre, quoi. Voilà. On a... Un autre indicateur important pour nous au niveau de l'épidémiologie et ce qu'on peut surveiller, c'est les passages aux urgences et les hospitalisations pour lésions auto-infligées. Alors, lésions auto-infligées, c'est les tentatives de suicide, c'est toutes les lésions volontairement infligées, mais également toutes les automutilations non suicidaires. Scarification, brûlure de cigarettes qu'on peut s'appliquer à soi-même. Voilà. Donc attention, et c'est très difficile en statistique, voire même parfois en clinique, de distinguer l'une de l'autre. Mais donc nous, on a un code diagnostique quand les gens passent à l'hôpital qui dit lésion auto-infligée, quel type de lésion. Alors ça peut être objet tranchant, rencontre avec un véhicule, saut dans le vide, voilà, arme à feu ou des choses comme ça. Donc on peut avoir quand même une idée de ce qui se passe et si c'est vraiment une tentative de suicide. Mais par exemple, une lésion auto-infligée par objet tranchant, ça peut être une scarification avec une lame de taille crayon, souvent chez une adolescente, comme ça peut être vraiment la phlébotomie, je me taille les veines. Et ça, on n'arrive pas bien à le distinguer, quoi. C'est une limite de ces données-là, puisque ça, c'est les données qui nous sont remontées par les hôpitaux. Et je vais vous parler de tous les comptages, toutes les personnes qui ont été hospitalisées, donc pas seulement passées aux urgences, qui ont passé vraiment une nuit à l'hôpital jusqu'en 2022 avec ce code diagnostique renseigné. C'est-à-dire les médecins nous ont dit qu'il y avait une lésion auto-infligée. On voit au niveau territorial que ça ressemble quand même assez fortement à ce que je vous ai montré sur la mortalité par suicide, même si suicide et tentative de suicide sont deux phénomènes distincts, on voit quand même qu'il y a des cultures territoriales voilà, sur le geste suicidaire qui restent vraies. C'est un indicateur qui est très très corrélé au niveau de vie, puisque vous voyez, donc ça c'est la part des hospitalisations pour 1000 habitants, de femmes et d'hommes selon le quartile de niveau de vie. Plus la ligne est claire, plus la personne vient d'un foyer pauvre.
Donc vous voyez qu'il y a un pic chez les femmes à 15 ans, clairement, et puis un autre vers 45-50 ans, et qui concerne vraiment massivement les personnes des 25% des foyers les plus pauvres d'entre nous. Et chez les hommes, la dynamique au cours de la vie est complètement différente, puisque la plupart des gestes a lieu entre 40, on va dire, et 55 ans. Et là aussi, avec un gradient social très marqué, les 25% les plus riches étant protégés, c'est la ligne là. Voilà. Là, c'est les données. Alors, c'est un peu dur à lire, mais chaque tronçon que vous voyez là, chaque segment que vous voyez, donc en bleu pour les femmes et en vert pour les hommes, à chaque fois par classe d'âge. Donc là, on est chez les 10-14 ans, et puis à chaque fois, plus 5 ans, c'est l'âge quinquennal. Donc ça, c'est les effectifs de personnes hospitalisées en MCO, donc en médecine chirurgie, en soins somatiques et non pas en psychiatrie. Donc c'est toutes les personnes hospitalisées entre 2012 et 2022 pour une tentative de suicide ou une automutilation non suicidaire. Et on voit un vrai phénomène sociologique ici, chez les femmes de 10 à 14 ans, de 15 à 19 ans, avec une progression avant 2019. Là, le bas, c'est 2020, où toutes les hospitalisations ont baissé, hein, hors Covid, toutes les hospitalisations ont baissé en 2020. Et puis cette reprise en 2021, 2022. Voilà, donc ça c'est chez les femmes. Chez les hommes des mêmes âges, on voit une surprenante stabilité par contraste. Chez les 20-24 ans, on voit aussi une progression chez les femmes. Et là, un phénomène de baisse assez marquée qui pourrait être générationnel, qu'on a encore un peu du mal à s'expliquer. Là, c'est pareil, si vous avez des hypothèses, nous sommes preneurs. Chez les personnes entre 35, on va dire, et 55 ans, avec une véritable tendance fortement baissière des hospitalisations pour tentatives de suicide et automutilation dans ces classes d'âge-là. Mais bon, ce qui nous inquiète pour le moment, c'est ça, et je pense que vous avez lu dans la presse des informations concernant ce phénomène. Ça, c'est la même chose, mais dans les services de psychiatrie. Et bon, voilà. On voit que ça a commencé avant 2020, hein, de façon assez marquée, que les jeunes hommes aussi sont un peu concernés, bon, moindre mesure, mais avec des progressions quand même, statistiquement, quand on voit ça, on n'est jamais très serein. Voilà, donc on communique, on alerte et on essaye de trouver d'où ça vient et qu'est-ce qui se passe, mais c'est peut-être des journées comme celle-là qui peuvent nous en apprendre sur les phénomènes explicatifs de ces données quantitatives. Voilà. Ça, c'est un peu la même chose, mais vous avez l'âge en bas, à gauche les hommes et à droite les femmes, et c'est pareil, c'est le nombre d'hospitalisations. Donc on voit le pic bien marqué à 14, 15, 16 ans chez les jeunes femmes, qui accroît avec le temps. En 2022, c'est le vert, et plus on est... voilà. Et là, c'est le fameux phénomène générationnel où on voit un vrai décalage, quasiment année après année, où on voit qu'en 2012, c'était quand même assez fort, les hospitalisations pour tentatives de suicide chez les femmes, et que ça a vraiment baissé en 11 ans, avec vraiment un émoussement du pic dans ces âges-là, assez impressionnant, qui contraste bien sûr avec la hausse à l'adolescence. Quelques données d'enquête. Alors je sais qu'on vous l'avait présenté l'année dernière, mais j'aime vraiment beaucoup ce graphique parce qu'on parle beaucoup de statistiques, et dans les enquêtes, c'est toujours très difficile d'étudier les déterminants biographiques et psychodynamiques, j'ai envie de dire, du passage à l'acte. Ça, c'est un graphique qui nous montre la probabilité qu'a une femme d'avoir fait une tentative de suicide selon son âge, donc à 50 ans. Là, les femmes en jaune ont pas loin d'une chance sur 3 d'avoir fait une tentative de suicide au cours de leur vie. Et cette barre jaune, c'est les femmes ayant été victimes d'un viol ou d'une tentative de viol avant 11 ans. Et plus la tentative de viol ou le viol est tardif, moins la probabilité est élevée, mais la probabilité reste surélevée, quel que soit l'âge à laquelle a eu lieu l'agression sexuelle. Voilà, ça c'est ce que les données d'enquête permettent de montrer, et on se bat pour que de plus en plus dans les enquêtes on puisse poser des questions, déjà sur le suicide, ça a été déjà, c'est pas facile, sur les pensées suicidaires et sur les tentatives de suicide. Déjà, bon, ça c'est, en France je trouve on s'est quand même pas mal acculturé dans le monde de l'épidémiologie, on ose poser ces questions-là. C'est pas le cas dans tous les autres pays, parce qu'on a notamment une enquête de santé européenne, et on voit que nos partenaires européens veulent pas poser des questions sur les pensées suicidaires. Ils refusent, sans trop de raisons.
Donc déjà, on arrive à rentrer des questions sur le suicide, mais on essaye aussi de rentrer des questions sur les déterminants plus biographiques, événements de vie et traumatismes dans nos enquêtes, mais c'est de longue haleine et on n'est pas arrivé au bout. Sur les déterminants des pensées suicidaires, donc là, cette fleur présente un peu dans une population de 15 ans et plus, la part des gens qui sont concernés par une de ces problématiques de santé mentale. On voit qu'elles sont très souvent co-occurrentes, qu'il y a beaucoup de comorbidités. Et en gros, ça concerne 13% de notre population. C'est des gens qui sont concernés par l'un ou l'autre, donc qui sont dans l'un ou l'autre de ces pétales, avec des facteurs associés. Pardon pour la faute de frappe, c'est ça de finir ces diapos un peu tard le soir. Le V, là, en fait, c'est le faible soutien social. Donc ça, c'est les déterminants, les facteurs associés au fait de se trouver dans cette fleur morbide. Donc, être une femme, être jeune, avoir un faible soutien social. Donc, je vais vous en reparler juste après de ce qu'on entend par avoir un faible soutien social, parce que c'est vraiment en lien avec cette journée. Bien sûr, le niveau socio-économique, la présence d'un handicap, d'une santé physique dégradée, les temps d'écran et les réseaux sociaux. Alors c'est difficile d'établir la causalité juste avec une enquête, parce qu'on peut se dire si les gens vont mal, ils vont passer plus de temps devant un écran, ou ils vont plus avoir l'occasion d'aller checker les réseaux sociaux. Mais quand même, de plus en plus, on arrive sur les travails de cohorte, à voir que plus les gens sont exposés aux réseaux sociaux, plus la santé mentale, notamment des jeunes filles, a tendance à se dégrader. Donc on commence à entrer dans vraiment la notion de causalité. C'est pas encore complètement démontré et établi, ce que je vous dis, mais il y a de plus en plus de travaux qui viennent étayer cette hypothèse réseaux sociaux, de la dégradation de la santé mentale chez les jeunes. Voilà, l'activité physique également, et le fait d'être migrant extra-européen soi-même ou un de ses parents sont associés à ces indicateurs de santé mentale. Oui, alors le faible soutien social, alors on a un questionnaire en 3 questions. C'est est-ce que les gens s'intéressent à vous? Sur combien de personnes vous pouvez compter en cas de problème? Et la 3e question, c'est est-ce que c'est facile d'obtenir de l'aide de vos voisins? Avec ces 3 questions, on fait un score qui va je crois, de 5 à 14. Et la littérature internationale s'accorde à dire qu'en dessous de 8, on a un faible soutien social. Donc ça, c'est la proportion des gens vivant en France en 2019 et 2020 qui étaient dans le cas d'avoir un faible soutien social. Donc ça augmente en population générale. Et c'est intéressant de voir que les jeunes qui étaient les plus protégés en 2019 sur cette thématique, ça double en fait. C'est vraiment... la part de jeunes ayant un faible soutien social a doublé pendant la crise sanitaire. Donc là, je n'ai pas les chiffres pour 2022. Et on voit en revanche un phénomène d'amélioration chez les 70 ans et plus, qui peut être lui aussi lié à un effet un peu Covid et solidarité nationale autour de cette classe d'âge. En conclusion, vous avez compris qu'on est très occupé par la question centrale de la dégradation de la santé mentale chez les adolescentes et jeunes femmes, avec des recherches de phénomènes... on recherche des phénomènes explicatifs. On recherche également un pendant chez les garçons. Est-ce qu'il y a une hausse des violences, de l'accidentologie, des consommations? Mais je ne vous cache pas qu'on ne trouve pas grand-chose, en fait. Donc il n'y a pas vraiment de pendant masculin à cette dégradation de la santé mentale chez les jeunes filles. En tout cas, on n'arrive pas à la mettre en évidence. Moi, quelques perspectives politiques que je mets là pour répondre à cette situation. Et en termes de perspectives pour l'ONS, sachez que on va s'occuper beaucoup des inégalités sociales de suicide en pouvant, parce qu'on a accès à une base de données qui va nous permettre de regarder les taux de suicide selon la catégorie socio-professionnelle et le niveau de vie des personnes suicidées. Et on a aussi pas mal d'autres travaux dont je pourrais vous parler si vous avez des questions, si ça vous intéresse. Voilà, merci de votre attention.